Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission Mining Leaders, le podcast vidéo qui donne la parole aux femmes et aux hommes qui bâtissent, transforment et dirigent l'industrie minière d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, je suis avec un invité spécial pour ce premier épisode. Bien évidemment, il s'agit d'un invité de haut niveau. J'ai nommé M. Jacques Bonneau. Bonjour M. Jacques. Bonjour Youssouf. Bienvenue dans ce premier épisode de Mining Leaders. Nous sommes très honorés de vous avoir aujourd'hui pour ce numéro 1. Le choix n'est pas fortuit. Nous souhaitons bien évidemment démarrer cette émission-là avec vraiment un épisode qui va être un épisode marqueur avec un sujet passionnant. Bien évidemment, aujourd'hui, nous allons parcourir le domaine de l'investissement dans les juniors. Ouais. Et puis, je pense que le public, il va aimer ça. Et j'aimerais d'abord, dans un premier temps, bien sûr, donner un petit peu un aperçu de qu'est-ce que c'est que cette émission-là, Mining Leaders, pour toutes les personnes qui nous regardent ou toutes les personnes qui nous écoutent. Bien sûr, cette émission-là, principalement, vise à donner la parole, comme je l'ai dit en introduction, aux professionnels de l'industrie minière, vraiment des gens qui travaillent dur pour faire vivre cette industrie-là, qui contribuent beaucoup à notre économie et à la société de façon générale. Ces personnes-là, pour qu'ils viennent parler de leur histoire, pour qu'on puisse comprendre les coulisses de leur métier, pour qu'on puisse exactement apprendre de qu'est-ce qu'ils ont à raconter, l'expérience qu'ils vont avoir à partager et que cela puisse bien évidemment être une source d'inspiration pour toutes les personnes qui sont aujourd'hui en œuvre pour que l'industrie continue à être utile à la société. Comme je l'ai annoncé, M. Jacques Bonneau n'est pas quelqu'un qui a à présenter. Il est bien connu de l'industrie. Il a plus de 40 ans d'expérience dans l'industrie. Monsieur Bonneau, vous êtes géologue de formation et vous avez quand même vécu l'industrie sur toutes ses facettes, depuis l'exploration jusqu'au développement des projets, jusqu'à la production. Ouais. Vous avez été un géologue de terrain jusqu'à gravir les échelons, arriver à être au niveau exécutif, plusieurs fois président de sociétés juniors. Bien évidemment, vous vous êtes intéressé vers la fin de votre carrière à tout ce qui touche l'investissement dans les juniors. Et aujourd'hui, vous êtes investisseur indépendant, ancien CEO, et vous avez été également consultant et conseiller de plusieurs fonds. Ouais. Et c'est quand même un CV assez lent que j'ai essayé de résumer. Là, je sais que M. Bonneau, il va pouvoir bien sûr aller en détail là par rapport à son parcours et nous allons découvrir un petit peu qu'est-ce qui l'a amené à s'intéresser dès le plus jeune âge à l'industrie minière. Alors, M. Bonneau, Ouais. je suis encore une fois très content de vous avoir avec moi aujourd'hui. J'aimerais bien, s'il vous plaît, si vous pouvez vous présenter au public qui nous regarde. Parfait. Actuellement, je suis à la retraite, OK? mais ma carrière, si je veux résumer un peu ma carrière, c'est assez étrange qu'à l'âge de 12, 13, 14 ans, j'écrivais des lettres aux grandes compagnies minières canadiennes. Alcan, Cominco, Falconbridge Copper, Falconbridge Nickel, Noranda, pour leur demander de m'expédier des échantillons de leurs minerais, des roches qui composaient le gisement, puis aussi de leurs produits finis, comme des concentrés de zinc, des concentrés de l'alumine, des petits morceaux de métal, d'aluminium. Fait que ça a été je sais pas pour quelle raison, mais disons que je sais pas si c'était une raison de collectionneur ou si c'était une raison parce que j'aimais beaucoup la géologie. Puis, des années ont passé, je suis entré au cégep en sciences pures parce qu'il y avait 2 options, 2 cours de géologie qui m'intéressaient. Et quand j'ai quitté, avant de rentrer à l'université, je me souviens encore que sur un mur, il y avait 3, 4, ils nous offraient des plans de carrière. Donc, sur une petite feuille de 8,5 par 11, ils décrivaient qu'est-ce que faisait un géologue, qu'est-ce que faisait un journaliste,
qu'est-ce que faisait un détective? Et quand j'ai regardé tout ça, j'ai dit: «Bon, journaliste, ça disait que ça allait être long avant de faire de l'argent». OK. Avant donc j'ai décidé que mettre un X sur le journalisme et ça m'intéressait probablement à cause de l'international. Ouais, d'accord. Après ça, j'ai regardé, le détective. Puis ça aussi, on disait que c'était long avant de faire tes débuts, puis la géologie, ben, ça m'offrait tout. Ça m'offrait il disait qu'il y avait des carrières, les carrières étaient payantes, c'était une vie au grand air, dans la nature, donc j'ai tout simplement dit: «OK, allons-y pour la géologie». Je suis rentré à l'Université Laval, j'ai complété, je suis sorti ingénieur géologue après 3 ans à l'Université Laval. Là, j'ai commencé à travailler pour, des compagnies. À l'Université Laval, j'avais pris le contrôle un peu de ce qui était minéralogie. Puis OK, j'aimais beaucoup la minéralogie, fait que ma première job, ça a été avec Sochem en 1972. d'accord. Puis la première année, ce que j'ai fait, c'est beaucoup de minéralogie. Puis, comme par hasard, j'ai découvert que la métallurgie était extrêmement importante pour, l'industrie minière parce que à chaque fois que tu récupères 1 de plus de ton métal, Mmh. tu beaucoup d'argent dans le compte de banque. Oui, Donc on dit souvent que je pense qu'on dit que la tanneur est le king, le oui, roi, la teneur, puis c'est la le roi. métallurgie, c'est la reine. Oui, Fait que et c'est vrai. Fait que, j'ai d'abord ma 1re job, ça a été sur le gisement de Niobec, OK, qui était sur le Saint-Honoré. niobium à Saint-Honoré. On me demandait il y avait des endroits dans ce gisement-là que la récupération était très, très basse. On me demandait de s on m'a demandé pourquoi. Fait qu'en regardant les minéraux, les pyroclares qui contiennent le niobium, on a découvert qu'il y avait des pyroclares, quand il était noir, ça s'appelait de la colombite et la colombite se récupérait très, très mal par les procédés. D'accord. Fait que ils ont su ça avant de développer la mine, puis ils ont évité des parties du gisement parce que la récupération était genre de 30 ou 40 alors qu'ailleurs, la récupération était de 65. D'accord. Fait que c'est des choses comme ça que j'ai faites, au début de ma carrière. Puis après, 1 an, j'ai décidé de retourner à l'université pour faire une maîtrise, sur la minéralogie du gîte de Dumont-Nickel, qui D'accord. est un gisement de nickel en Abitibi, près d'Amos, qui est encore, on essaie encore de le Oui, on développer. entend encore parler aujourd'hui. Oui, puis j'ai été un des premiers en fait, le premier à identifier qu'il y avait de la awaruite, des minéraux qui s'appelaient awaruite puis hazelwoodite. Our Euh, wheat. Ouais. Awaruite, c'est un alliage de nickel-fer. Puis au Canada, actuellement, il y a plusieurs gisements, en fait 3, 4 gisements qu'on pense à développer parce que même si la teneur est très basse, c'est très facile de récupérer l'Awa-8 parce que c'est magnétique. D'accord. Donc, j'ai fait ça. J'ai fait des levées. J'ai travaillé à la baie James avant les inondations à la baie James. J'ai fait des levées de sédiments de fond de lac. Ça, c'était en quelle année, ces Ça, ah, inondations de la baie James? moi, j'ai travaillé là en 73, 74 et l'idée, c'était d'aller prendre des échantillons de chaque lac qui allait être inondé pour savoir s'il y avait pas un méga gros gisement qu'on allait inonder. OK, donc ça, c'était l'époque, déjà à l'époque, là, on faisait des Oui, sédiments de fond de lac, échantillonnage pour oui, ça. ça a été le premier survey de, sédiments de fond de lac au Canada. C'est moi qui étais en charge. Oh, Fait que oui. ça a été, on va passer mais ça a été toute une expédition. Et puis après, j'ai travaillé pendant 4, 5 ans après pour, Sochem. On a découvert le gîte de Crevier qui est dans D'accord. le coin du lac Saint-Jean. C'est un Oui. gisement de niobium tantal. J'ai, heu, travaillé beaucoup avec la lithogéochimie. À l'époque, Jean Descarreaux, qui était à l'Université Laval ici, a fait un doctorat sur la les pèses de sodium, sur la géochimie des roches autour des gisements de sulfure massif. D'accord. Ce qui a fait que après, on m'a approché, Falconbridge Copper, pour travailler à Rouyn-Noranda. Pendant 5, 6 ans, j'étais en charge du camp minier de Rouyn-Noranda et du nord-est de l'Ontario pour Falconbridge Copper. Et là, la compagnie,
On a eu des succès phénoménaux. On a d'abord, dès mon arrivée, on a découvert un gisement qui s'appelle Ensil, qui était un gisement de sulfure massif à 4500 pieds sous terre, donc Oh, presque 1,5 km sous terre. C'était une découverte fantastique. C'était pas un gros gisement, mais extrêmement riche, qu'on a exploité dans les années 80-90. Après, on a découvert autour du gisement de sulfure massif Corbett, qui est un autre gisement de cuivre-zinc. On a découvert d'autres lentilles et on a acquis le gisement de Maubrun qui a mené à la découverte du gisement de Bouchard-Hébert, à peu près à 30 km de notre moulin. Et la raison pour laquelle j'ai transféré de Sochem à Falconbridge Copper, c'était que je voulais vraiment me rapprocher de l'industrie minière. Donc, quand on parle d'altération, quand on parle de minéralisation, mhm. je pouvais à tous les jours descendre sous terre, aller voir le gisement, qu'est-ce que ça avait l'air des sulfures Oui. massifs, En des plus en horizons de 3D. Chert en 3D, Ouais. exactement, les zones d'altération qu'on parle, ce que je cherchais avec Sochem, mais on n'avait pas de gisement de sulfure massif. Donc, mon expérience et en plus, j'avais l'occasion de parler avec les ingénieurs miniers, les ingénieurs métallurgistes, Mhm. ce qui était vraiment, on formait une équipe. Oui. Puis, à mes 6 ans avec Falconbridge Copper, j'ai eu la chance de côtoyer des géologues qui sont devenus extrêmement bons, comme Alex Davidson, qui lui est devenu vice-président exploration de Barrick Gold. Wow. Barry Simmons, qui était mon patron pour un bout de temps, est devenu le vice-président de Tech. Euh, et Dave Watkins, qui était mon premier patron, était un patron extraordinaire. Il a été président de différentes compagnies dans l'ouest du Canada. Et on avait un vice-président, Mike Nockey, qui était la sommité, pour moi, c'est la sommité mondiale dans la recherche de gisements de sulfure massif. Et à un Impressionnant. moment donné, avec Falconbridge Copper, mes objectifs personnels et les objectifs de la compagnie, qui était la compagnie mère qui était Falconbridge, qui possédait Falconbridge Copper, se sont un peu divisés. Fait que j'ai dit, Hmm. moi, j'aimerais mieux travailler pour moi-même. Fait que j'ai décidé en 86, de quitter Falconbridge Copper pour joindre des petites compagnies juniors, pour devenir le vice-président exploration de deux compagnies juniors qui s'appelaient Mazarin et Viard. Et D'accord. je l'ai fait avec une baisse de salaire, une baisse des conditions normatives, des fonds de pension, etc., qu'on avait dans la grosse compagnie. J'avais pas ça. Mhm. Mais la petite junior m'offrait des options. Et donc, j'avais comme développé une certaine confiance Ça, en c'est moi. les options d'achat d'actions, là, c'est Oui, ça? les options d'achat des petites compagnies juniors. Fait que je me disais, si on fait bien, si je fais bien ma job, les actions vont monter, Mhm. puis je vais faire, OK, j'ai peut-être pas de fonds de pension, mais je vais m'en créer un moi-même, un fonds de pension. Ouais, Fait c'est que aussi ça l'incitatif, hein, de ces options-là. exactement. Ouais. Puis là, ça a été formidable. J'étais là de 86 à 92. On avait Viard, Mazarin, on a formé Azimut. OK. C'est trois compagnies qui Exploration, ouais. sont encore Oui. listées à la bourse. On avait une compagnie qui avait 40 du gisement de Goldex à Val-d'Or, qui était un gisement d'or. Oui, qui appartient à Euh, Agnico Eagle. oui, mais c'était à l'époque, on avait 40 du gisement OK. Ormico. Ça, c'était laquelle des compagnies que vous avez? Ormico. La Ormico? compagnie s'appelait Ormico. D'accord. On a eu une compagnie qui s'appelait Golders, sur laquelle on a fait une prise de contrôle, Mhm. parce que la compagnie avait une royauté de 3 sur un petit gisement d'or qui s'appelait Musca à Val-d'Or. D'accord. Et ça a permis, on a vendu cette royauté-là dans les années 87-88 à Pierre Lassonde, qui Ah, était le grand boss de Franco-Nevada. OK. Fait que ça m'a donné une journée complète avec Pierre Lassonde pour visiter le gisement de Musca, voir un peu toute sa pensée de cet homme-là travaillait pour évaluer des royautés, OK. un gisement, la production, etc. Fait qu'on a vendu la royauté, finalement, une partie des royautés qu'on OK. avait à Franco-Nevada. À combien vous l'avez vendu, vous vous rappelez? Ah, c'était pas des peut-être 500 000 OK, C'est OK. pas, on parle pas de millions, Ah, mais à d'accord. l'époque,
À l'époque, c'était quand même beaucoup Ouais, d'argent, en là. argent de l'époque, c'est beaucoup C'est d'argent. ça. Puis OK. quand je travaillais pour ces compagnies juniors-là aussi, j'ai beaucoup développé ce qu'on appelle des project generators. Mmh. Toutes les compagnies sur lesquelles j'étais vice-président, Mmh. on essayait de trouver des bons projets pour attirer des compagnies pour investir sur nos projets. C'est ce qu'on appelle des project generators, des générateurs de Oui, projets. oui. Et ce que Azimut fait ça actuellement, Midland fait ça, Oui, plusieurs compagnies, mais là, on parle des années 86, 87, 88. c'est encore nouveau là. Je disais, c'était complètement nouveau. Mmh. C'est que je jugeais que l'exploration était trop risquée, puis c'était difficile quand même d'aller lever de l'argent à l'époque. Et puis, les compagnies majeures avaient de l'argent, fait qu'on on disait, voici, on faisait des présentations aux compagnies majeures. Mmh. Puis souvent, notre budget, c'était 30 de notre propre argent et 70 de l'argent en exploration provenait de compagnies majeures qui venaient investir sur nos projets Prendre des d'exploration, participations. prendre des participations. Fait que ça a été une espèce de modèle qu'on avait que on a vu après ça André Gaumont avec Virginia qui a fait le même modèle. On a Beaucoup de Azimut succès, ouais. qui fait le même modèle, donc c'est fantastique. Puis dans ces années-là, on a découvert le gisement de graphite du lac Knife, qui est au sud de Fermont, qui n'est pas encore en production. Espérons qu'il sera un jour. Mmh. Après mes juniors, j'ai travaillé 2 ans et demi. J'ai retourné à Sochem comme vice-président exploration. Ah, Et pendant OK. ces 2 années et demie-là, ça a été des années quand même, je dirais, un peu difficiles. Il a fallu abandonner plusieurs projets parce que je pense que j'avais convaincu les gens qu'il y a des projets que ça donnait pas rien de dépenser une scène de plus sur les projets parce qu'ils étaient pas bons. Mmh. Fait que, on a renouvelé le personnel aussi et ça a été des belles années. Ça a été des années où il y a eu la découverte des diamants, OK. dans les territoires du Nord-Ouest. On Mmh. a recherché beaucoup de diamants au Québec. Puis après 2 ans et demi, on m'a offert de retourner pour Mazarin comme président. Puis, que j'ai accepté. Mazarin qui est devenu Sequoia plus tard, qui avait des revenus qui venaient des mines d'amiante de la région de Telford Mines. Mais avec cet argent-là, on a essayé de diversifier dans les minéraux industriels, dans la Mmh. dolomie, dans de l'aluminate de calcium. Euh, Disons que nos expériences dans les minéraux industriels, c'est très difficile. C'est pas facile. Les minéraux industriels, j'en parle dans mon livre, là, il y a 3-4 Oui, pages là-dessus. C'est la commercialisation des produits qui est très difficile. oui. Et les clients sont très, très difficiles. On peut perdre un client pour des fois quelques pourcentages de fer qu'il y a dans notre concentré, dans notre... Et là, ça remet en question l'intégralité du gisement là, Ah oui, c'est ouais, ça. Donc, trop géant. Donc, je dirais que les minéraux industriels, là, dans mon livre, là, j'en parle, je dis, pour les investisseurs, il faut faire vraiment attention. C'est compliqué. C'est pas comme on peut vendre de l'or sur le coin de la rue. On peut vendre même du cuivre sur le coin de la rue, mais on peut pas vendre de la dolomie ou de la silice, une poche de silice sur le coin de la rue. Il n'y aura pas d'acheteur. Mmh. Il faut trouver les clients, il faut satisfaire les clients. Puis c'est pas facile. Les procédés sont généralement pas toujours comme dans l'art universel. Mmh. Les procédés sont plus difficiles. Fait que j'ai eu ma période, puis pendant que j'étais avec Mazarin, on a acheté 50 de la mine Niobec. D'accord. Fait que, après avoir travaillé sur la minéralogie du gisement de Niobec dans les années 75, Mmh. on s'est retrouvé propriétaire de 50 de la mine Niobec. On était l'opérateur. D'accord. Cambiar s'occupait de la commercialisation. Et disons que ça a été toute une expérience parce qu'on avait 2 millions dans le compte de banque, mais acheter 50 de la mine Niobec nous a coûté 45 millions. Ah, Fait qu'il a fallu trouver les investisseurs, puis on les a trouvés, on a acheté. Ça a été 2-3 années fantastiques à la mine Niobec. Puis en 2004, Cambiar nous a acheté. mmh. Fait qu'il y a eu une prise de contrôle par Cambiar, fait que la compagnie a disparu.
Et là, j'ai décidé que je prenais ma retraite, en 2004. Oh, c'est vraiment incroyable ce parcours-là. Pour les personnes qui nous regardent, là, vous êtes d'accord avec moi que le monsieur que j'ai à côté de moi, il a eu beaucoup de succès, tant en exploration que aussi au niveau de tout ce qui est merge and acquisition, hein, cette partie de l'industrie que très peu de personnes voient, mais en réalité qui est extrêmement important parce qu'il y a des enjeux qu'on ne voit pas, qu'on ne comprend pas, mais qui C'est sont plein. vraiment le nerf de la guerre. Comme vous avez parlé, les minéraux industriels, c'est encore le cas aujourd'hui. Ah oui, Démarrer des projets dans les minéraux industriels devient compliqué. Trouver comment commercialiser ça, vous en parlez justement dans votre livre. Et j'aimerais ça rappeler le livre de Monsieur Bonneau, L'art d'investir dans les juniors minières. On va y revenir par la suite et je vous invite vraiment à aller les chercher. C'est un délice là. C'est facile à lire et vous y trouverez énormément de choses, on va en parler tantôt. Monsieur Bono, et à partir de ce moment-là, en 2004, votre carrière d'investisseur a commencé, c'est ça? ouais, plus ou moins, disons qu'en 2004, j'ai décidé je voulais prendre, quelques mois de repos, mais, en avec un courtier de Québec, on a été demandé d'aller rencontrer un investisseur à Montréal. Fait que, pour aider le courtier, je suis monté à Montréal et là, on a vu la découverte de Virginia Gold Mines, de André Gaumont, qui était le Mmh. président. Il y a eu cette découverte-là. Puis là, je me suis dit: «Bon, OK, c'est peut-être le temps pour moi de prendre une petite partie de mon argent, puis de commencer à l'investir dans ce que je connais le mieux, qui était l'exploration minière». Puis, je te dirais, avant ça, j'avais été quand même rencontrer pas un fiscaliste, mais un aviseur financier, D'accord. planificateur financier pour savoir si j'avais assez d'argent dans mon compte de banque pour, prendre ma retraite. Et il m'avait demandé, «OK, c'est quoi le rendement que tu veux sur l'argent que tu possèdes? Ça va être quoi le taux d'inflation? Et à quel âge tu veux mourir? Puis ton épouse aussi». Fait Oui. que là, on avait dit 92 puis 94 ans. Mais il m'avait quand même mis à l'aise en disant que oui, c'est correct, vous allez pouvoir mourir à 92 ou 94. Il en restera pas beaucoup, mais vous allez être capable de vivre avec, OK, vous nous avez dit que c'était tant par année, donc vous allez pouvoir vivre avec ça. Fait que j'étais un peu confiant. Puis quand la découverte de Virginia est arrivée, j'ai dit: «Bon, c'est peut-être le temps de commencer à prendre une petite partie de cet argent-là, la mettre plus à risque». D'accord. J'étais déjà, familier avec, les juniors, avec l'investissement d'un junior, mais toute ma vie, j'ai été dédié aux compagnies pour lesquelles je travaillais. Oui. Puis, donc, c'était comme un petit part-time. Mais Mmh. en 2004, là, j'ai dit: «Peut-être qu'il faudrait que je regarde ça sérieusement». Puis j'ai été très chanceux parce que de 2004 à 2011, ça a été des années extraordinaires pour les investisseurs. On n'avait pas besoin d'être si, trop intelligent, disons, mais, tout montait. C'est L'écosystème était bon oui, pour faire de l'argent. un peu comme c'est aujourd'hui, OK. avec le prix de l'or qui a passé de 2 000 à 3 600 $. Fait que c'est facile, c'est plus difficile de se tromper, disons. Mmh. Fait que là, j'ai commencé à investir. C'est là que j'ai découvert que j'avais une nouvelle passion, qui était d'investir dans les compagnies juniors. J'ai aussi travaillé pour, des compagnies majeures, des compagnies juniors sur le plan stratégique pour les aider. J'ai commencé à donner des conférences sur comment investir. J'ai, heu, j'ai attiré au Québec, des gens, des anglophones très connus qui émettaient des lettres financières. Puis, je les ai fait venir ici, au Québec pendant des congrès de l'Association des prospecteurs. OK. On avait 4-5 qui venaient de l'Ouest ou des États-Unis, puis pour intéresser les gens à l'investissement dans les juniors, puis aussi pour aider les juniors à peut-être, montrer qu'il y avait des bons projets à ces gens-là pour qu'ils en fassent, la promotion. Mmh. Fait que, puis j'ai fait beaucoup de mentorat, beaucoup, c'est un grand mot, mais j'en ai fait auprès de 4-5 présidents de compagnies qui voulaient partir leur compagnie. Fait que des fois, je les accompagnais pour 1 an, 2 ans, 3 ans. D'accord. Fait que, c'est un peu ça. Puis la dernière étape a été d'écrire un livre, sur, c'est pas sur mes expériences, mais c'est vraiment sur comment investir, comment trouver les bonnes compagnies dans lesquelles investir. Il y a là-dedans, il y a des pièges,
il y a vraiment plein de trucs qu'on retrouve dans le livre. On va revenir plus tard sur qu'est-ce que le contenu de ce livre-là. Ouais, J'ai envie un peu de retourner au début de votre carrière en tant que géologue d'exploration. Ensuite, vous avez, vous êtes monté petit à petit et jusqu'à arriver au niveau corporatif. ouais. Maintenant, vous avez vu toute la phase. C'est laquelle de ces différentes étapes-là que vous avez le plus aimé? Et laquelle que vous avez le moins aimé, par exemple? OK. Le moins aimé, je peux dire que c'est probablement les minéraux industriels. OK. Parce que, les minéraux industriels, je pense que si j'avais été moi-même le propriétaire des entreprises qu'on a parties comme, l'aluminate de calcium ou la dolomie, Mmh. je pense que c'est des business qui sont parfaits pour des particuliers. Mais quand tu es une compagnie publique, oui, tu as des actionnaires, puis tu as tout le temps des problèmes, un petit peu dans les C'est minéraux difficile de industriels. jongler dans ça. Fait que c'est très difficile d'accommoder les actionnaires avec, qu'est-ce qui se passe sur place. Par contre, un privé peut certainement générer 200-250 000 piastres par année, mais pour une compagnie publique, c'est peut-être pas assez. Mmh. Je dis pas que tu perds ton temps, mais c'est très difficile de D'accord. c'est pas, ça, c'est peut-être la partie Le mal où pense j'ai appris beaucoup, oui. mais en même temps, j'ai trouvé ça difficile. Puis je me souviens que pendant que j'étais dans les minéraux industriels, sur mon patio ici à Québec, à ma maison, j'avais demandé à mon épouse m'avait demandé qu'est-ce qui se passe. Je voyais un jet qui arrivait probablement d'Europe, là, qui était dans le ciel. OK. Puis là, j'avais dit à mon épouse, et ça coûte cher, ça, les gens d'affaires qui voyagent en avion, là, ça leur coûte 2000 pièces pour s'en venir faire des voyages en avion. Mon épouse m'avait regardé, puis elle a dit: C'est quoi qui se passe, là? C'est quoi la réflexion? Hein? J'ai dit: C'est tellement difficile de faire une pièce que Mmh. que Votre réflexion est rendue là. elle était rendue là. Ouais, Fait que ouais. c'était en bref, on était bien contents quand Cambiard nous a acheté en 2004, là. Ah, Ça a été une grande mais le reste du temps, c'est le bonheur total pour moi parce que, toute ma carrière, ça a été, on recherche un peu à faire toujours ce qu'on aime faire. mmh mh. Puis ça, c'est important. Quand que j'allais à l'université, je me souviens, il y a des cours où j'avais 100 puis il y a des cours où c'était juste là-bas, je passais à peine. Mmh. Puis, la différence entre 60 puis 100 c'était 100 j'aimais la matière, 60 j'aimais pas la matière. C'est pour passer. Dans la vie, c'est la même chose. Il faut faire qu'est-ce qu'on aime. Puis moi, toute ma carrière, j'ai eu l'occasion de faire presque toujours ce que j'aimais. Mmh. Ce qui aussi ma créativité, j'aime ça, créer, trouver des gisements, développer des projets, trouver des nouveaux projets. Ça m'a vraiment stimulé toute ma vie. Ça, puis, la rencontre de plein de bonnes personnes dans le milieu qui m'ont, disons stimulé aussi. OK. Fait que ça, c'est pour moi, c'est vraiment important. Ça, vous le dites, hein, tout à l'heure, vous parlez que vous avez quand même eu, l'opportunité d'avoir côtoyé certaines personnes qui ont eu beaucoup de succès dans l'industrie, Ouais, beaucoup d'expérience. Ça, c'est des choses qui sont quand même, capitales, dans la carrière d'un professionnel de cette industrie-là. Vous parlez tout à l'heure que vous avez fait du mentorat. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas tant présent que ça. Heu, non. qu'est-ce que vous Ben pensez? moi, je pense que, heu, ce que tu dis là, c'est on parle de réseau. OK. Ah, OK, Oui, de c'est ça, réseau. exact. Quand vous êtes un étudiant sur les bancs d'école, heu, vous avez votre réseau, vous développez votre réseau. C'est important de connaître les autres personnes autour de vous. On ne sait jamais quand est-ce que ces personnes-là peuvent vous aider. Quand vous commencez votre carrière, c'est la même chose. C'est que allez poser des questions aux gens, commencez à développer votre réseau. Moi, mon réseau, il s'est pas fait, il s'est pas construit dans une année, là. Mmh. Tu sais, le gros de mon réseau en français, ça a été chez Socem les 5 premières années. Puis le gros de mon réseau en anglais, avec les anglophones, ça a été avec Falcon Bridge Copper pendant 5-6 ans. D'accord. Après Bon ça, 10 ans. j'avais le réseau français, j'avais le réseau des anglophones. C'était parfait pour, la business. OK.
Fait que, le réseau, c'est extrêmement important. Tout le monde, Ouais, c'est je pen exactement qu'est-ce que j'avais envie que vous puissiez, vraiment ah, c'est expliquer ouais, là à toutes les personnes qui nous écoutent, que l'industrie, c'est aussi les réseaux. Ce n'est pas juste, aller faire son travail et rentrer à la maison. Bien sûr que non, si non. on veut évoluer dans cette industrie-là, il faudrait, bâtir un réseau solide et pour Et pouvoir d'aimer qu'est-ce qu'on fait parce que, tu travailleras pas le soir ou les fins de semaine si tu aimes pas qu'est-ce que tu fais. mmh Fait que c'est la priorité là, faut aimer qu'est-ce qu'on fait puis si vous aimez pas ça, pensez à changer de job. mh. Vous vous rendez pas service, Ouais, 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 hein? ouais, Fait que, absolument. vous vous rendez pas service. Fait Ouais. que pensez à un autre plan de carrière ou à un autre cheminement. Et là, vous expliquez, hein, que le réseau est important à toutes les étapes, hein, de la chaîne de valeur de l'industrie, dès les premières phases, jusqu'au niveau Oui. corporatif. Et au niveau corporatif, comment est-ce que ça se passe? Vous avez été CEO de plusieurs compagnies. C'est quoi être CEO exactement? Bon, c'était quand j'ai pris ma retraite, j'étais très content de plus avoir de personnes à gérer et plus avoir d'actionnaires à gérer. Donc, être CEO, là, je te dirais que, en résumé, c'est que tu quittes un peu, ta passion, pour moi, la passion d'exploration, Et pour devenir président d'une compagnie. Moi, j'étais une président d'une compagnie qui avait de la production, mais en général, c'est le personnel à gérer et les actionnaires à gérer pour le président. Puis, d'accord. je pense que tous les bons présidents de compagnie juniors vont vous dire que 80 de leur job, c'est, développer la business. Ça veut dire, rencontrer des gens, heu, essayer de trouver des nouveaux investisseurs, faire de la promotion pour la compagnie. Fait que c'est pas une job qui est faite pour, tout le monde. Tu peux être un excellent géologue, mais, si tu pas ça faire de la promotion, tu pas ça aller parler aux investisseurs, c'est probablement pas ta place. Puis ça, on en voit beaucoup dans l'industrie, là, malheureusement. Les géologues qui sont très bons, peuvent découvrir un gisement, mais, le gisement prend du temps avant de prendre toute sa valeur. Ils ont de la misère à faire des financements. Souvent, c'est le réseau. Mmh. C'est le réseau de contacts qui manque. Oui. Vous le disiez, hein, aussi dans votre livre que quand même un bon CEO, c'est celui aussi qui a, cette fibre entrepreneuriale-là. Il faut aussi avoir un côté entrepreneuriat Ouais. et aujourd'hui, selon vous, c'est quoi le plus gros défi d'un CEO? Dans le day to day, qu'est-ce qu'il fait dans sa profession? Parce que là, on s'adresse à toutes les personnes qui n'ont jamais été CEO, bien sûr, Ouais, ouais. et qui se posent des questions, qu'est-ce qu'ils font ces CEO-là? Mais c'est quoi le plus gros défi, d'un CEO? Ben, un CEO, on dit souvent que la valeur d'une junior, c'est basé sur le potentiel de découvrir une ressource. Puis quand la compagnie est en développement, ben, c'est de mettre en production la ressource. Fait D'accord. qu'il faut que la personne soit capable de bien s'entourer. Ça, disons, l'expertise est extrêmement importante. Après ça, c'est ton esprit d'entrepreneurship, mais c'est surtout, heu, toujours de créer un réseau d'investisseurs. Parce que si ton réseau d'investisseurs, tu n'en as pas développé un ou si tu le maintiens pas, le prix de ton action va descendre, puis tu vas avoir plein de bonnes idées, tu vas avoir un excellent projet, mais il se développera pas. Parce que, fait que le défi, principal vraiment du CEO, Mmh. c'est, c'est pas d'être un grand expert que ce soit dans l'or ou dans les sulfures massifs, c'est de développer un réseau d'investisseurs. Yeah. Et de le maintenir, d'être capable de le maintenir parce que, heu c'est bien beau de développer, mais il faut que tu le maintiennes. Puis pour le maintenir, ben, tu as besoin de l'expertise de ton personnel pour que ce personnel-là découvre des choses intéressantes. Oui, oui. Monsieur Bono, moi, je pense que la première fois que je vous ai rencontré, c'était, dans un congrès au PDAC. Je me rappelle encore, que vous étiez passé à notre stand et vous faisiez, le tour des stands. Probablement, vous ne vous rappelez pas, mais moi, oui. Et Ouais. quelqu'un me disait, «Est-ce que tu sais c'est qui ce monsieur-là?» Je vous dirai après c'est qui la personne. Là, on ne le parlera pas dans la vidéo, mais après la personne m'a parlé un petit peu que vous avez, vous êtes beaucoup investi dans l'investissement de ce volet de l'industrie-là
Et là, avant d'aller sur votre livre, j'aimerais un petit peu parler de votre côté investisseur. Heu, c'est à partir de combien d'argent qu'on peut considérer qu'on peut investir dans cette industrie-là? Parce qu'aujourd'hui, nous avons, les personnes qui nous regardent en séance, que ça soit les géologues, les ingénieurs, tous les professionnels, de cette industrie-là. Beaucoup entendent parler de l'investissement, mais très peu y sont en réalité. Comment est-ce qu'on peut leur expliquer que c'est accessible? Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Absolument. Ça ne l'était pas il y a peut-être, 10, 20, 30 ans là, mais aujourd'hui avec, internet, c'est très facile d'évaluer des compagnies. C'est très facile de voir le comportement boursier de la compagnie dans les 3, 4, 5 dernières années. Mmh. C'est très facile d'avoir de l'information. L'information est publiée instantanément. Puis, donc, que ce soit un géologue, un métallurgiste, si vous avez le goût d'investir, moi, souvent, ce que je dis, c'est commencer à investir d'une façon fictive. Ça veut dire que D'accord. tu penses que telle compagnie est bonne, fait que tu fais pareil comme si tu avais mis 5 000 $ ou Oui, 10 000 $ dans la compagnie, puis tu suis le comportement de la compagnie. Puis là, avec ça, tu vas prendre de l'expérience. il y en a des plateformes qui offrent ça aussi, hein. Oui, On te donne, des jetons là ou de l'argent fictif, tu joues avec et puis tu c'est tu ça. tu Ben, apprends. c'est une bonne façon de commencer, puis tu vas voir un peu si tu vois que t'es vraiment, tu as vraiment un bon feeling, tu vois que tu fais de l'argent, tu peux continuer. Mais je te dirais que tu peux continuer, commencer avec 1 000 $, 5 000 $. Il n'y a pas de montant, il n'y a pas de 50 000 ou 100 000 $ ou 1 million à mettre. Là. Souvent, on dit on doit investir notre argent, l'argent qu'on est prêt à perdre. OK? OK. Fait que si quelqu'un fait 80 000 $ par année, puis il en reste 20 000 à la fin de l'année, il peut le placer dans ses rires, tout, mais peut-être qu'il peut se dire, OK, je vais commencer à investir 5 000 $. Mmh. Moi, dans mon cas, ça a été exactement ça. J'ai commencé par investir il y a plusieurs années des petites sommes que D'accord. j'étais prêt à perdre. Il y en a que j'ai fait de l'argent, il y en a que j'ai perdu de l'argent. Bien sûr. Éventuellement, j'avais les options des compagnies aussi. J'ai D'accord. vu comment avec les options, je peux vous dire que j'ai fait pas mal d'argent parce qu'on faisait des découvertes intéressantes. Donc, on a fait j'ai fait de l'argent avec les options que les compagnies nous accordaient. Mais commencez tranquillement, pas vite, puis vous allez voir d'abord si vous aimez ça. Comme je Mmh. disais, si vous aimez pas ça, si vous achetez une action à 10 cents, puis le prix de l'action baisse à 9 cents, puis là, vous avez peur de tout perdre, puis vous le vendez tout de suite 3 jours plus tard. Oubliez ça, là. Ouais. C'est une game d'émotion, Mmh. l'investissement minier. Fait que oubliez ça. Il y a des gens ou ben non, il y a des gens qui achètent, mettons, une action à 10 cents, puis ils s'en occupent plus après. Mais là, c'est pas ça la game, là. La game, c'est de s'en occuper, peut-être pas à tous les jours, mais de suivre les communiqués de presse, puis d'essayer de mieux comprendre, mieux évaluer la compagnie, là. Oui. C'est pas, mais je pense que le meilleur conseil, c'est commencer tranquillement, pas vite. OK. Puis, surtout si vous avez l'expertise du secteur. Si vous êtes dans le secteur minier, tout le monde devrait investir. Oui. Parce que vous avez votre réseau aussi. Tu sais, moi encore aujourd'hui, quand j'évalue les compagnies, s'il y a des problèmes métallurgiques, ben, peut-être que je connais un métallurgiste que j'ai déjà rencontré il y a 20 ans, qui Mmh. est peut-être prêt à m'aider. Fait que c'est ça le réseau, c'est tout un. Ouais. Profitez-en, faites vos contacts, Mmh. trouvez votre propre réseau. Ouais. Puis, Non, c'est vraiment intéressant ce que vous dites et là, moi, pendant que vous parlez, je réfléchissais aux jeunes, qui sont est-ce que investir dans les entreprises minières et les juniors minières, ça peut être en soi un métier en tant que tel. Et un métier, quand je parle de ça, c'est-à-dire que les jeunes, ils rentrent dans l'industrie, il y en a qui sont géologues, il y en a qui sont ingénieurs, il y en a qui sont métallurgistes, et cetera. Aujourd'hui, bien sûr, on sait que ça n'existe pas de formation, qui est dédiée à faire des investisseurs miniers, mais est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes peuvent commencer déjà très tôt à commencer à penser à une carrière 100% dans l'investissement minier? sûrement, Oui, hein? sûrement. Moi, j'ai aucun doute, là.
C'est sûr que les jeunes qui ont peut-être leurs parents pour leur prêter, donner 100 000 $ pour commencer, peuvent peut-être demander à leurs parents 100 000 $ puis commencer à investir tranquillement, pas vite, là. Ça, c'est un exemple. Euh, Ils vont probablement apprendre assez rapidement. Ils vont apprendre à se connaître aussi, parce que ça, c'est extrêmement important de connaître son comportement face aux défis de la bourse, là. Mmh. Euh, non, Et ça existait il y a 30, 40 ans, ça existe encore mmh, aujourd'hui. Des jeunes qui quittent un peu la carrière de géologue ou d'ingénieur minier, puis qui décident de se concentrer plus sur l'investissement. ouais, Puis ça existe. ouais. Ça, on peut les rencontrer dans des congrès. Mmh. Fait que, Et là, vous avez écrit un livre, «L'art d'investir dans les juniors minières» et je pense dans le livre, vous expliquez que le choix, pour vous de vous intéresser aux juniors minières, c'est parce que, entre autres, c'est le volet de l'industrie où on peut se faire beaucoup d'argent. ouais, C'est comme ça que vous je pense que vous l'expliquez dans le livre et parce que, ça bouge beaucoup, ouais, les actions peuvent monter assez vite dans ce volet-là de l'industrie ouais. et qu'est-ce que vous pensez justement de toutes les personnes aujourd'hui, qui travaillent dans les juniors et qui, parfois sont juste focalisées sur le côté technique des choses et qui, ne sont pas nécessairement, n'ont pas un œil sur comment marche la dynamique de cette, industrie-là, Ah, c'est très important euh, de s'intéresser à de comprendre comment l'industrie, parce que un jour, vous allez peut-être avoir la même chose que moi, là. Vous allez peut-être prendre votre retraite ou décider d'arrêter de travailler, puis de vous lancer dans l'investissement minier. mmh, Ça peut être un investissement dans d'autres domaines, mais comme on a fait une carrière dans le domaine minier, c'est pas mauvais de penser que si ton expertise est là, tu devrais probablement penser d'investir dans le domaine que tu connais le plus. mmh Puis, c'est sûr que c'est cyclique. Il y a moi, j'ai été très chanceux, là, comme j'ai expliqué, quand j'ai commencé à investir un peu plus, c'était en 2004, c'était un super de bon cycle. Puis après ça, il y a eu d'autres cycles, comme là, il y en a un actuellement qui dure depuis 18 mois, où le prix des actions des compagnies juniors, des compagnies majeures comme Agnico Eagle, Barrick, le prix monte parce que le oui, prix de l'or monte. Fait que là, on a comme un super cycle dans l'or. mmh Est-ce que ça va continuer? Je ne sais pas, mais ça fait déjà 18 mois que ça monte. Puis c'est tous ceux qui ont investi dans Agnico Eagle ou dans des compagnies juniors, la majorité des gens ont fait beaucoup d'argent beaucoup d'argent, depuis ouais. la dernière année, là. Ah, c'est en tout cas, on est bien content pour tous ceux qui ont investi dans l'or et peut-être qu'il n'est pas encore trop tard et puis, c'est accessible à tout le monde, Monsieur Bonneau, il l'a dit, vous l'avez vu, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans le domaine. Ceux qui sont dans l'industrie, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'argent nécessairement pour investir. Donc, c'est un secteur qui est accessible à tout le monde. Et il a dit, commencez d'abord de façon fictive, commencez à jongler avec Mhm. de l'argent fictif, apprenez avant de commencer à vous lancer. Et surtout, il a donné le conseil, hein, investissez l'argent que vous n'êtes pas inquiet de perdre. C'est Surtout, ça, c'est très c'est ça. important. Et Monsieur Bono, maintenant, on va un peu aborder votre livre. J'aimerais ça encore le montrer. Là, je vais le mettre aussi en grand écran dans cette émission-là. L'art d'investir dans les juniors minières. C'est pas si gros que ça. Comme livre, c'est facile à lire. C'est une pépite. Moi, je l'ai adoré. Euh, Ça Merci. parle de l'industrie, ça parle des règles d'or pour investir dans l'industrie. Ça parle de comment analyser les projets, les entreprises. Bien évidemment, ça parle aussi d'aspects beaucoup plus techniques pour les personnes qui ne sont pas nécessairement professionnelles du domaine, mais qui ont plutôt envie d'apprendre un peu plus. Qu'est-ce que font les travailleurs de l'industrie pour que ça puisse les aider à mieux évaluer les projets. Ouais, Et ça parle également par moment, là, vous parlez des pièges à éviter. ouais. On va y revenir. Mais avant, j'aimerais ça vous poser la question, c'est comment vous avez eu l'idée d'écrire ce livre-là? Je sais que vous avez quand même cette ambition de donner aux gens.
Ouais. de laisser quelque chose à la fin de votre carrière. Mais c'était quoi l'étincelle pour écrire ce livre-là? Heu, je te dirais en toute honnêteté, je pense que je me suis fait prendre au piège. Ah, J'ai commencé j'ai commencé à donner des conférences vers 2005-2006, puis à chaque année ou 2 ans, je donnais des conférences sur comment investir, sur les minéraux industriels, différentes conférences. Ça m'a tou J'aime ça, donner des conférences. OK. J'aime ça parce que j'apprends beaucoup quand je donne des conférences et quand est arrivé les gens, se sont mis à me poser la question: «Quand est-ce que tu sors ton livre? Quand est» parce que j'ai commencé à dire que j'allais sortir un livre OK, OK. et là, les gens, année après année, me disaient: «Quand est-ce que tu sors ton livre?» Fait que Ouais, ils étaient pressés. et là, j'ai dans les 2, finalement, dans le livre a été publié au mois d'octobre l'année passée, puis les 2 années précédentes, j'ai décidé que j'allais écrire un livre, puis, j'ai essayé de trouver un éditeur. Il y a pas personne qui avait l'air intéressé, donc c'est pour ça qu'on retrouve le livre sur, Amazon, heu, mais Amazon, on peut le vendre dans presque tous les pays sur la planète. Là, le livre est déjà vendu. Il a été traduit en anglais. OK. Il est déjà vendu dans une dizaine de pays sur la planète, en Europe, aux États-Unis. Fait que le livre est vraiment universel, Ah plus ou non, ça moins. c'est bon. Mais la raison principale, c'est ça, je me suis fait prendre au piège. Puis, ça a été long avant de décider sur la façon de présenter, comment investir. Fait que, c'est pas venu du jour au lendemain, là, les fameuses règles d'or, là. Oui. C'est pas venu du jour au lendemain, ça. Ça a pris beaucoup de réflexion, d'expérience pour être capable de dire: «Voici c'est quoi les règles d'or puis Mmh, leurs leçons». mmh. Les leçons sont extrêmement importantes, sur les règles d'or. Puis pour poursuivre sur les règles d'or, je peux te dire que si tu connais pas les règles d'or, si tu les respectes pas, les règles d'or, tu vas perdre ton argent, puis tu vas perdre ton temps. Donc, c'est extrêmement important. Alors, allez-y le chercher. Le livre, il est là. Il est disponible en français et en anglais. Vous n'avez pas d'excuses parce que là, c'est dans les 2 langues, hein, Ouais, 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 officielles du Canada. puis le prix est raisonnable, Le prix est raisonnable, 30 $30. Bon, Ouais, ouais. moi, je l'ai acheté, parce que j'ai eu la chance d'assister à la présentation de ce livre, ou du contenu du livre par Jack, à l'ICM de Québec, Mmh. je pense que c'était l'année dernière, et puis, le même soir, moi, je l'ai commandé. Et je l'ai lu 2 fois et je vous dis que c'est vraiment tellement facile à lire et vous n'allez jamais regretter d'avoir ce livre-là donc allez-y le chercher. Même si c'est pas pour investir tout de suite, il y a énormément de choses là à apprendre dedans. Oui, c'est ça. C'est pas il y a beaucoup de géologues d'exploration, même s'ils investissent pas là, qui devraient le lire. Parce que, là-dedans, là, je me souviens quand j'étais géologue d'exploration, il y a des choses qui sont dans le livre que j'aurais aimé lire lorsque j'avais 2, 3, 4, 5 ans d'expérience. D'accord. C'est excellent. D'ailleurs, je le dis dans le livre, là, il y a plusieurs géologues qui devraient comme la grosseur des gisements, par exemple. Il y a plusieurs géologues d'exploration qui sont pas au courant que des gisements, c'est pas juste 50 mètres par 50 mètres, c'est plus gros que ça. Ça prend Puis quand tu cherches un gisement, ben, il y a tout le temps des zones d'altération, il y a des donc la cible devient plus grosse. Ouais. Fait que, c'est un exemple, là. D'accord. Monsieur Bono, qu'est-ce qu'on peut maintenant apprendre de votre livre? Si, je pense qu'on va mettre dans la présentation là, il y a quelques sections de qu'est-ce que monsieur Bono va partager avec nous, tout à l'heure, par rapport au contenu du livre. Mais OK. on va commencer par vous, monsieur Bono, par Ben, rapport on peut commencer les règles les d'or. règles d'or. Oui, OK. Les Les règles règles d'or. d'or, c'est tout simplement pour dire il y en a 6, OK. très facile. C'est un monde cyclique. C'est, vous achetez pas des compagnies juniors ou même des grosses compagnies majeures comme, Teck ou, Ça, c'est la première des règles. C'est La la première première des des règles. règles d'or. C'est cyclique, donc c'est pas un monde qu'on appelle de buy and hold. Ça veut dire que tu achètes pas ça pour garder ça toute la vie, comme tu peux faire avec la Banque royale ou avec le Canadien national, les actions ou même Dollarama. Fait que parce que tu sais que ça va monter, puis ça va baisser. Puis il y a des cycles, ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans.
Fait que, c'est important de savoir que tu peux pas garder les actions d'une compagnie. Il faut que tu adoptes une attitude de trader. OK? Il faut D'accord. que tu sois prêt à vendre tes achètes, mais il faut aussi que tu sois prêt à les vendre. Puis, la majorité des investisseurs, vendre, pour eux autres, c'est très difficile. Mmh. Mais il faut je l'explique bien, là, je pense, Oui, il faut avant d'investir aussi, il faut connaître l'ambiance du secteur. Comme là, actuellement, l'ambiance est excellente pour le secteur. Fait que ça, c'est plus ou moins des choses. Il y a des zones d'enrichissement aussi, des zones d'appauvrissement. Dans une compagnie junior, il faut savoir que au stade de l'exploration, on peut faire fortune, mais c'est très risqué. Lorsque la compagnie vient en développement, donc, on a trouvé une ressource, on a dit X millions de tonnes à telle teneur. Quand la compagnie décide d'aller dans la phase de développement, oui, il y a une perte pour les investisseurs. Les actions perdent généralement au moins presque 50 de leur valeur parce que il n'y a plus rien qui va se passer. Ça va être des études métallurgiques, des études de faisabilité du gisement, mmh, du financement, l'acceptabilité sociale. Donc, il n'y a rien d'excitant pour les investisseurs. Donc, le prix de l'action baisse. Et quand la compagnie s'est financée et commence sa construction, là, il y a aussi une phase où les investisseurs peuvent faire de l'argent. Et cette phase-là est beaucoup moins risquée. d'accord, Mais au lieu de faire du 1000 puis du 5000 peut-être tu peux faire du 100, 200, 300. Mais d'accord. c'est beaucoup moins risqué. Donc là, vous expliquez que, la première des règles d'or, c'est principalement il y en a 6 des règles d'or que vous en parlez dans votre livre, Ouais. c'est que c'est un monde cyclique et que c'est pas le là où est-ce qu'on va mettre son argent de retraite et puis on va attendre tranquillement jusqu'à la fin de sa carrière là. Et bien, penser qu'on va pouvoir aller retirer l'argent à ce moment-là, c'est pas Non, ça, hein? non, puis comme c'est un monde cyclique, il faut voir que c'est un monde d'émotions. Dans le livre, je donne des graphiques là, où on peut voir, toutes les émotions, tu achètes une action, le prix monte, là, tu passes pour un héros, tu es content, mais si le prix de l'action baisse, Oui. là, on apprend à se connaître. C'est pas compliqué, là, on apprend à se connaître face au comportement du marché boursier Mmh. qu'on contrôle pas. Ouais, Fait que c'est vraiment, je donne plein d'exemples, là. ouais. Et la règle numéro 2 là, vous dites que il faut garder à l'esprit qu'il y a des périodes d'enrichissement et des périodes d'appauvrissement. Ce que vous venez d'expliquer, Ouais, c'est que en plus du fait que ça soit un marché ou une industrie cyclique, c'est qu'il y a aussi à l'intérieur de la chaîne de développement d'un projet, il y a des périodes où on peut facilement faire de l'argent et des périodes où on peut facilement en perdre. oui, Est-ce que ça, on va mettre, je pense que dans votre livre, vous oui, vous présentez un beau graphique qui démontre ça. On va le présenter là. Est-ce oui. que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que à une phase X, on peut facilement faire de l'argent et à une autre phase, c'est le Ben, déclin là, c'est on la on on décadence totale? on fait pas on fait jamais facilement de l'argent. OK? OK. En exploration, c'est Bon, extrêmement risqué. corrigez, hein, vous avez entendu. Il a dit: «Jamais facilement». Non, 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 c'est jamais facile, là, c'est, mais quand on investit dans des compagnies qui sont en exploration, ils peuvent faire une découverte. Quand ils font une découverte, le prix de l'action peut passer de 20 cents à 2 piastres. Donc on peut faire du 1000. Fait que ça, c'est très plaisant, sauf que c'est très risqué. Mais quand la compagnie a fait une découverte, a fait du moment la journée où les compagnies sortent une ressource, il faut voir que là, ils tombent dans la phase de développement. Ça veut dire la phase où on doit faire plein d'études pour prouver que son gisement est économique. OK. Du moment que la compagnie annonce une ressource, je donne des exemples dans le livre, là, Oui. il faut vendre, presque. C'est pas toujours ça, là, mais faut penser vendre, à moins que la compagnie, des fois, ils font des spin-offs, ils forment une nouvelle compagnie. Il y OK. a toutes sortes de façons. Puis souvent, les présidents de compagnies juniors savent qu'ils ne sont pas intéressés dans la phase de développement. OK? Ils ne veulent pas mettre en production leur gisement. Mmh. Donc, ils vont vendre leur projet, leurs ressources à une compagnie majeure. Mmh. Le meilleur exemple, c'est Virginia ici au Québec, là, qui en 2004, 2005 ou 2006 a vendu
la ressource, le projet Léonard, leur Oui. découverte, qui ont vendu ça à une compagnie majeure qui pour 300 millions, je crois, là. Fait que les actionnaires étaient très contents et André Gaumont, qui était président, savait qu'il ne voulait pas aller en développement, mais il voulait continuer en exploration. Fait qu'il a créé comme une filiale, OK. une nouvelle compagnie qui s'est appelée aussi Virginia Exploration, je crois, là. Puis il a continué en exploration. Mmh. Et finalement, les actionnaires ont suivi, puis ont fait une deuxième fois fortune. Mmh. Donc, c'est puis mais ce qui intéresse souvent les gros investisseurs, c'est quand la compagnie a prouvé qu'il y avait un gisement qui était intéressant, le financement s'est fait auprès des banques. OK. À ce moment-là, en tant qu'investisseur, c'est beaucoup moins risqué de savoir que telle compagnie a l'argent pour développer, a tous les permis de développement. De fait, quand ils commencent leur construction, là, on peut commencer à investir jusqu'à la production. On peut Mmh. faire, je le mentionne dans le livre, entre 100 et 1000 D'accord. et dans une période beaucoup moins risquée. OK. Fait que les gros investisseurs, les gros fonds, souvent investissent dans cette période-là. D'accord et là, la troisième règle d'or. La troisième règle d'or, c'est que en fait, il y en a 2-3 ensemble, là, mais disons que la troisième, c'est un monde de mini-bulles. La il y a, c'est très diffi les chances de découvrir un gisement, ils sont très, très faibles. Une chance sur 3000 ou une chance sur 1500. Donc Mmh. les chances sont très faibles. Heu, Ce qu'il faut voir, c'est que c'est pas quand on investit dans une junior, oui, on investit parce qu'on pense qu'ils vont découvrir un gisement. Mais il y a tellement d'autres occasions, j'en donne dans le livre une quarantaine d'occasions où la compagnie junior va passer de 10 cents à 60 cents, basé sur ça peut être, une bonne intersection de forage. Mmh. L'intersection est fantastique, mais elle donnera jamais un gisement. Ça peut être, le métal qu'elle recherche devient la saveur du jour. Donc on a vu il y a 3 ans, c'était le lithium. Oui. Toutes les compagnies de lithium, le prix des actions a multiplié par 10 dans l'espace de 8 mois, Mmh. parce que le prix du lithium avait monté. Ça ne veut pas dire qu'il y avait des gros gisements, mais parce qu'il était dans le lithium. C'est la même affaire dans le vanadium. C'est la même chose dans le cuivre. Fait que, on appelle ça la saveur du jour. Après ça, ça peut être, heu, disons, un nouveau président qui arrive dans la compagnie, qui est plus expérimenté que Mmh. celui qu'il y avait là. Donc Ça changement peut de être direction, pardon? changement de direction. Changement de direction, l'acquisition d'un nouveau projet. Je donne, je ne sais pas si je l'ai ici, là, mais je pense que je donne dans le livre au moins, vous allez l'avoir là, une quarantaine des intersections de forage, Ouais, des oui, ententes avec une compagnie majeure. Donc, c'est toutes des choses que vraiment ils sont très qui vont être profitables des et propulseurs là. et ça, c'est des mini-bulles. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas rester longtemps avec nos actions. Ah, Ça aussi, il faut être trader. Puis la moyenne des mini-bulles, là, je ne sais pas, je ne l'ai pas mis ici, mais je pense que c'est oui, je l'ai ici. La durée moyenne des phases haussières, oui, c'est 4 à 18 mois. OK. Fait que, puis la moyenne général, c'est 11 mois. Je donne plein d'exemples dans le livre où on peut voir toutes sortes d'événements qui arrivent, qui sont rentables pour les investisseurs. Mmh. Puis là encore, il faut savoir quand est-ce les vendre. J'explique aussi Oui. quand les vendre, là, mais c'est très important de... Oui, de ce que vous avez dit, moi je me rappelle lors de la présentation de l'année dernière, là, vous expliquez qu'il ne faut pas tomber en amour d'une compagnie. Il faut Oui, se c'est ça. rappeler que, l'objectif c'est bien sûr, c'est d'avoir des rendements Oui, sur son investissement et oui, il oui. faut savoir vendre au bon moment et dans le livre, il donne beaucoup d'exemples, hein, et avec beaucoup de compilations de données qui backent ces exemples qu'il donne pour aller expliquer pendant combien de temps est-ce qu'on peut laisser son argent quand on est dans des bulles et qu'on est convaincu qu'on est dans des bulles et à quel moment est-ce qu'il faut vendre parce que Ouais, si on rate, la période de vente, c'est qu'un moment de ça peut baisser vite. ça peut baisser et je pense que même dans le livre, vous expliquez aussi que à partir d'une certaine période, on peut vendre 50 de Oui, ben, c'est ce que la majorité des grands spécialistes recommandent. Là, si vous êtes une personne qui
qui a peur un peu de perdre un peu de l'argent dans son investissement. Fait que si le prix de l'action double, généralement, ce que les grands financiers recommandent souvent, c'est d'en vendre 50 de votre participation. Comme ça, vous récupérez votre mise de base, puis vous laissez courir. Vous laissez courir le prix des actions à la hausse. Mmh. Ceux qui ont plus d'expérience vont vous dire qu'il y a quand même pas mal d'argent à perdre, mais parce que un des rôles principaux de l'investisseur, c'est de laisser courir, d'apprendre à laisser courir son titre. Ça veut Mmh. dire que, OK, il a doublé, mais là, tu analyses ça, tu dis, oh, ça peut monter encore, ça peut multiplier par 5, multiplier par 10. Ouais. Fait que ça, avec l'expérience, on apprend Mmh. un peu. Parce que si une compagnie découvre, fait une belle intersection de forage, le prix de l'action peut doubler, Oui. mais tout à coup, il y en a une troisième, puis une quatrième, puis une deuxième campagne de forage, c'est toujours intéressant. Mmh. C'est sûr que l'action, là, les gens vont penser qu'il y a un gisement peut-être qui s'en vient. Mmh. Ils vont découvrir un gisement, puis la valeur boursière va énormément augmenter. Ah oui, parce que vous parlez de cas de 10 000 Oui, ça, de c'est les cas, l'extrême là. ben, c'est ça, mais des 3000 ça l'arrive assez OK. souvent. Mais on a beaucoup avec les mini-bulles, là, on a souvent des 500 c'est 500 là, tu investis 1 000 C'est puis tu beaucoup. fais 5 000 là, fait que Ouais, c'est c'est quand même beaucoup. quand même, extrêmement intéressant. Oui. Puis, i c'est ça, exactement. Puis là-dedans, ce qu'il faut savoir aussi, c'est un autre, heu, règle d'or, c'est le fameux principe de Pareto. Il D'accord. faut apprendre que 80 de tes profits vont venir de 20 des compagnies dans lesquelles tu investis. Ça veut dire qu'il y a 2 compagnies sur 10 dans lesquelles tu investis qui vont te rapporter 80 de tes profits. Donc, D'accord. ça veut dire qu'il y a 8 fois sur 10 que tu te trompes. OK. Ça va peut-être monter un petit peu, mais pas beaucoup. Puis il y en a quelques-unes qui vont perdre la valeur. Fait qu'il Mmh. faut savoir les vendre aussi, ceux-là. D'accord. Mais c'est une règle, presque universelle ça, le 80-20 là, c'est pas juste, dans les juniors, mais c'est même en général dans la vie. En d'autres termes, c'est surtout, il ne faut pas juste choisir une ou 2 entreprises pour mettre son argent, parce qu'il le dit aussi dans son livre, il faut, quand même penser à avoir un panier d'entreprises Oui, et avec, une sélection minutieuse, hein, dans la on va y revenir plus tard, mais il explique dans le livre comment choisir ces compagnies-là et bien sûr, dépendamment du nombre de compagnies, vous l'expliquez dans le livre oui, qu'on choisit, il y a quand même, une demande en temps. Et vous donnez aussi, oui, oui. certains chiffres dépendamment du nombre qu'on a, combien de temps ça va exiger pour bien suivre son argent. Et j'aimerais juste qu'on revienne un petit peu aux règles d'or parce que là, on en a vu 4, il nous reste encore Ah, 2 autres à aller voir. OK. Ben, il y en a une, c'est beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est qu'il y a au Canada, il y a environ, je me souviens plus du chiffre là, 1 600 compagnies juniors de listées à la D'accord? bourse de Vancouver ou de Toronto sur le Canadian Stock Exchange. D'accord. Là-dedans, il y en a à peu près 20 qui valent la peine d'être suivis. Le reste, quand tu es un assez bon investisseur, l'autre 80 ça vaut pas pour toutes sortes de raisons, ça vaut peut-être pas la peine de penser d'investir. Fait que tu mieux si tu as un bon modèle d'investissement, tu vas t'apercevoir que 300 compagnies sur, 1 600 là, ou 250 compagnies sur 1000, 20 des toutes les compagnies listées sur les bourses canadiennes valent la peine de s'intéresser. Tout le Fait que reste, c'est ben, tout le reste, tout le reste, ça peut devenir l'année d'après, ça peut devenir, la saveur du mois OK. parce qu'ils ont fait une belle acquisition. Ouais, Mais au départ, il faut ton rôle, c'est d'essayer de trouver les meilleures compagnies. ouais. Fait que, Et c'est là, ça. la dernière, ça sera? La dernière, ben, c'était je pense qu'on a passé à travers les 6 là. OK, OK. C'était, Et là, justement, parce que vous dites que, c'est pas toutes les compagnies justement qui sont d'intérêt, non, selon ouais, l'écosystème financier du monde et vous donnez des exemples de comment évaluer, les ouais. compagnies. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça également? Ah, OK. Là, on va tomber dans les principaux critères d'évaluation des juniors. On D'accord. quitte, les règles d'or, on s'en va Oui, dans les principaux critères d'évaluation d'un junior. d'accord. Le principal,
puis pour plusieurs personnes, c'est le personnel. D'accord. J'ai lu beaucoup là-dessus sur comment, pas seulement que dans l'industrie minière, mais je suis venu à la conclusion que une compagnie minière, d'abord, c'est le personnel. OK? Puis après ça, c'est les projets. Mais dans le personnel, ben, il faut avoir l'esprit entrepreneurial de la part du président ou du vice-président ou de la compagnie en général. Mmh. Il faut avoir l'expertise ou l'expérience. Ça veut dire que tu as besoin de géologues qui sont, si tu recherches des gisements d'or, ça serait intéressant d'avoir des géologues qui connaissent Mmh. l'exploration pour les gisements d'or. Oui. Puis tu as besoin de développer un réseau. Le réseau, ça se développe souvent avec le président, mais ça se développe aussi par les gens qui ont l'expertise parce qu'ils vont aller parler avec des gens, ils vont essayer de les convaincre d'investir dans la compagnie. Quand les résultats ne sont pas trop bons, ils vont aller retourner voir les gens pour essayer de maintenir leur intérêt. Donc, c'est une combinaison des trois ensemble. Mmh. Puis, moi, dans ma carrière, j'ai souvent observé que quand une compagnie a seulement de l'expertise, puis il n'y a pas, disons, l'esprit entrepreneurial, puis il n'y a pas de réseau, ben ça fait rien. OK. Il faut avoir vraiment les deux. Des fois, on a des compagnies qui ont vraiment l'esprit entrepreneurial, mais il n'y a pas d'expertise. Donc, ça veut Mmh. dire qu'ils vont aller dépenser leur argent probablement sur des projets qui n'ont pas de valeur. Fait que ça prend un ensemble des trois. Oui. Le principal puis le plus difficile, vraiment pour plusieurs géologues, plusieurs présidents de compagnie, c'est le réseau. C'est Mmh. les investisseurs, maintenir le réseau des investisseurs, les attirer, faire de la promotion de la compagnie. Il faut vraiment, c'est c'est tellement on a tellement besoin d'argent pour faire de l'exploration. On consomme beaucoup de cash, Oui. donc on a besoin tout le temps d'aller voir les investisseurs pour leur demander d'investir dans la compagnie. Fait que c'est essentiel, vraiment. Ça, ça fait partie des, justement les principaux critères, hein, Oui, pour, ouais, évaluer le c'est client. c'est le principal. OK, et les autres, ça sera quoi? Ben, les autres, c'est les projets. J'explique bien. Les Dans le projets, livre, c'est une oui. question de probabilité, une question de logique, une question de localisation. Mmh. Fait que j'explique, j'ai essayé de rendre ça le plus simple pour le commun des mortels, pour les non-géologues, Mmh mh. que si tu es dans le milieu de nulle part, par exemple, je vais donner un exemple. Tu iras pas chercher euh, des éléphants dans le nord du Canada, OK. OK? Non. Puis tu iras pas chercher un ours polaire dans le Sahara, Ouais, c'est OK? sûr que non. Si tu vas à la chasse à l'éléphant en Afrique, tu vas savoir que les éléphants, ils ont besoin d'eau. Ouais, Fait qu'ils vont être le long des rivières. Mais ouais. c'est la même chose en exploration minière. Il y a des endroits où il y a des gisements, des endroits où il n'y en a pas. Fait que si une compagnie s'en va explorer dans une région où les chances de découvrir un gisement sont très, très faibles, Mmh mh. c'est sûr qu'il faut que tu saches avant d'investir. Ouais, donc il faut regarder le projet, Oui, la localisation du projet et s'assurer que le projet est dans une zone favorable par rapport à qu'est-ce qu'on cherche. exactement. Puis Sinon, on là, tu tombe dans le commences panneau. à grande échelle. Ouais. Puis après ça, tu peux aller à plus petite échelle, comme en Abitibi. Mmh mh. On peut voir que le long de la faille de Cadillac, puis le fond de la faille de Star, Porcupine? Porcupine, Oui. il y a 90 de l'or qui a été extrait en Abitibi sont le long de ces, ces- Ces ces deux corridors-là, failles-là. oui. Fait que quand tu vas à l'extérieur, tu peux trouver des gisements. Il y en a d'ailleurs qui ont été découverts, mais les probabilités d'en découvrir sont plus faibles. Mmh. Fait que faut que tu saches ça. Puis comme là, actuellement, au Canada, c'est le Golden Triangle, qui Et est au nord de la Colombie-Britannique, où on découvre beaucoup de gisements. Donc, pour un investisseur, c'est vraiment plus facile de penser qu'on va découvrir un gisement dans le Golden Triangle dans les 2, 3, 5 prochaines années. mmh mh. Puis j'aurais pu dire ça il y a 5 ans, puis ça continue. Il y OK. a beaucoup de découvertes. Fait que c'est un peu ça qu'il faut que l'investisseur, Donc, là, sache. on a vu que c'est important, l'équipe de direction. Oui, On a vu le projet, il faut faire attention oui,
où est-ce que le projet est situé? C'est Ouais. quoi les autres éléments? L'autre chose qu'il faut se concentrer, c'est la valeur, ce qu'on appelle la valeur boursière de la compagnie. La D'accord. valeur boursière, c'est une compagnie a 50 millions d'actions émises à 20 cents, ça lui donne une valeur boursière de 10 millions. OK? 50 Mmh. millions d'actions fois 20 cents, Ouais. 10 millions. Ça, c'est extrêmement important parce que vous allez, quand vous regardez dans l'ensemble, vous voyez qu'il y a des compagnies qui font des découvertes. On va, par exemple, avoir des valeurs boursières de 300 millions. Fait que si votre compagnie qui a 20 millions de valeur boursière fait une belle découverte, ça veut dire qu'elle peut probablement multiplier par 15. Parce que Mmh. lorsqu'elle va avoir défini son gisement, elle va valoir au moins 300 millions. OK, OK, d'accord. basé sur d'autres comparables. Mmh. Fait que ça, c'est extrêmement important. Moi, je regarde beaucoup la structure de capital. Ça veut dire que est-ce qu'il y a des dettes? Est-ce que d'abord, il y a des dettes aussi dans la compagnie? Si une compagnie, c'est rare que les compagnies juniors ont des dettes, mais il y en a qui ont des dettes. Mmh. Donc, quand on parlait tantôt qu'il y avait 80 Oui, des compagnies qui n'étaient pas bonnes, oui. ben, là-dedans, il y en a peut-être la moitié qui ont des dettes ou qui n'ont pas de cash dans la compagnie. Donc, une compagnie qui n'a pas de cash, qui n'a pas d'argent, pas de liquidité, elle ne peut pas faire de Non. l'exploration, elle ne peut pas faire de découverte. Oh non, c'est OK? sûr que non. OK. Fait que l'autre chose que je regarde aussi, c'est le comportement boursier de l'action dans les 2, 3, 4, 5 dernières années. D'accord. Si l'action a tout le temps été à 10 cents, ben, ça veut dire que peut-être le management ne fait pas sa job. Fait que, par contre, si l'action a tout le temps monté un peu ou s'il y a eu des hausses parce qu'ils ont fait des mini-découvertes, et cetera, ben, ça veut dire que peut-être qu'il y a peut-être des Il chances. y a de l'intérêt, Fait quoi. que moi, j'appelle ça regarder la structure de capital puis l'aspect financier. D'accord. Et l'autre élément important, la géopolitique. Il y a des pays où quand j'ai commencé au début de l'an 2000, tout montait et là, c'était facile d'investir en Afrique, par exemple. Il y avait des compagnies juniors qui exploraient en Afrique, mais depuis ce temps-là, depuis les 20 dernières années, même les dernières années, il y a plusieurs pays africains qui ont des dictateurs. C'est beaucoup plus difficile d'évaluer des compagnies juniors parce que tu ne sais pas s'ils vont perdre leur permis. Oui. Fait que là, j'explique un peu dans le livre, c'est quoi tes critères d'évaluation quand tu investis dans une compagnie? Est-ce qu'il y a des mines autour? Est-ce qu'il y a des infrastructures? Est-ce qu'il y a déjà des gisements qui ont été exploités dans les environs, dans le pays? Est-ce que le pays a une loi des mines? Mmh. Tu sais, si le pays n'a pas des lois des mines, même aujourd'hui, quand il y a des lois des mines, souvent les pays, euh, Oui, alors les ça change pays assez vite. changent. Oui. Oui, c'est ça. Fait que c'est plus compliqué. Fait que Canada, États-Unis, Australie, Mmh. Amérique du Sud, comme Chili, Argentine, c'est toujours un peu difficile, mais c'est un il faut que tu évalues ton risque par rapport à ton rendement. Mmh. Si une compagnie a un projet fantastique en Équateur, Mmh. où disons que les lois changent, ou les présidents changent, puis les règlements changent, mais si la compagnie a vraiment un projet super intéressant. Peut-être tu peux peut-être dire: «OK, j'ai investi dans cette compagnie-là, mais D'accord. je reconnais le risque, que je prends. Mmh. Puis je suis un peu la géopolitique». OK, ça c'est très important, la juridiction où est-ce on va aller chercher les affaires. Absolument, absolument. Et l'autre chose, ça serait? Ben, il y a les signaux d'alarme. C'est, souvent, OK. je donne je vais vous donner 2 ex il y a 50 exemples de signaux d'alarme. Ça veut dire que tu devrais faire attention avant d'investir dans la compagnie. Par exemple, quand que, je te dirais, le président est président de 5, 6 autres compagnies. Oh, Ça, OK. c'est pas moins de focus, On est tu trop sais? éparpillés. Trop éparpillé. OK. Heu, les communiqués de presse. On peut voir des fois des communiqués de presse, là, 20 grammes par tonne sur 10 mètres, Mmh. ce qui est fantastique, Oui, OK? oui. Mais si il faut lire tout le communiqué parce que peut-être qu'il y a un trou qui a donné 20 grammes sur 10 mètres Mmh. et les 19 autres trous, il y a rien, presque OK. rien. Il est fait Donc, pépite. c'est peut-être le temps de vendre OK. l'actionnaire plutôt que d'acheter, là.
Donc, il faut vraiment faire ça. Il y a des compagnies aussi qui annoncent, justement, 20 grammes sur 10 mètres, mais sur 1 mètre, on a 190 grammes. Donc, on appelle ça faire Mmh. étendre les valeurs d'or sur 10 mètres. Mmh. Ça, il faut essayer, faut réaliser, il faut aller voir les communiqués de presse, voir si vraiment l'or n'est pas seulement que dans une petite zone de 1/2 mètre ou Ouais. 1 mètre. Alors, puis là, ils nous disent qu'ils ont 20 mètres à 10 grammes. Mmh. C'est pour les ingénieurs miniers, là, c'est de la catastrophe, ça. Ils ont beaucoup de difficultés. Après ça, c'est pas vrai qu'ils vont éliminer le gisement sur 20 mètres d'épaisseur, Non, là, parce que non. toute l'or est presque toute sur 1/2 mètre ou 1 mètre. Puis OK. ça, on voit ça assez souvent, assez souvent. Oui, Fait que dans les communiqués de presse, oui. ça excite souvent les investisseurs, mais je pense qu'après avoir lu le livre, là, vous allez comprendre que je donne des modèles. Il faut faire attention à ça. Ouais. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon, mais il faut vraiment réaliser que l'autre chose dans les principaux critères d'évaluation, moi, ce que j'aime, où j'ai appris beaucoup, c'est par comparaison. C'est OK. que, puis j'en donné une tantôt, une comparaison. Une compagnie junior vaut 20 millions de valeur boursière. Puis là, elle commence à avoir quelques bons trous de forage. Puis là, vous pensez que le prix de l'action va monter. Mmh. OK? Parce que c'est intéressant comme découverte. Ben là, il faut savoir que ceux qui ont des gisements à peu près du même calibre que vous pensez que la compagnie junior, Oui. si c'est 300 millions ou 500 millions, ben là, vous pouvez dire, OK, hey, je conserve mon action, ça va multiplier par 10 ou multiplier par 15. Ça, c'est extrêmement important à toutes les étapes. Là, et il peut y avoir des compagnies juniors qui ont découvert un beau gisement et puis elle est rendue à 300 millions. Là, espérez pas, si toutes les autres compagnies qui ont découvert des gisements semblables, ça vaut 300 millions de valeur boursière, attendez-vous pas à ce que votre compagnie monte à 600 millions. Tu Mmh. sais, elle va peut-être monter, mais là, si elle OK. monte à 600 millions, c'est seulement que le double. Ouais. OK? Fait que c'est ce genre de Ça donne choses-là, une là. idée sur quel Eh, genre de rendement qu'on peut s'attendre aussi en regardant oui, oui. des équivalents ailleurs, là. Oui, puis souvent, les compagnies aurifères d'exploration, vous allez les évaluer par once d'or que possède la compagnie par rapport à sa valeur boursière. Fait que souvent, le marché va dire ça vaut 20 pièces l'once, mais la moyenne est de 50 pièces l'once. Fait que votre compagnie devrait, en théorie, monter. Mmh. Si elle ne monte pas à 50 pièces l'once, comme la majorité des autres juniors, c'est parce qu'il y a probablement quelque chose qui ne fonctionne pas. D'accord, Fait que, d'accord. puis à la fin, ben, je donne une façon d'évaluer, j'appelle ça l'indice de favorabilité. C'est un c'est pas compliqué, c'est un peu compliqué de dire verbalement, mais ce que ça dit, c'est que vous avez une compagnie junior et avant d'investir, vous avez tout fait, vos critères d'évaluation, vous jugez que la compagnie est intéressante, que l'ambiance du secteur est bon. Puis là, vous dites: «OK, si j'investis dans cette compagnie-là, c'est quoi les chances que la compagnie monte? Mmh. C'est quoi les chances que la compagnie baisse?» OK. Mettons que c'est une compagnie que j'aime pas mal, je vais dire: «OK, les chances que ça monte, c'est 80. Les chances qu'elle baisse, 20. Et là, en parallèle, vous regardez si la compagnie monte, elle va monter de combien de pourcents? Mmh. Mettons, tu dis: «OK, si elle monte, c'est 200. Puis si elle baisse, combien qu'elle va baisser? Ben, Mmh. mettons, elle dit: «OK, elle va baisser de 20 seulement, là, pour toutes sortes de raisons». Fait que là, on multiplie le 80 par le 200 qui fait 16 000, puis on multiplie le 20 à la baisse par le 20 de chance que ça baisse, 400. Puis là, on fait un ratio, 16 000 sur 400, qui OK. donne 40. Dans le livre, je dis que quand j'obtiens 40, je suis un acheteur. D'accord. OK? Puis ça, je pense que pour chaque personne peut avoir un comportement différent. Comme Mmh. il y en a qui vont penser tout de suite que leur compagnie va monter de 1000. Ben ça, c'est peut-être pas bon en partant de dire que ça va monter de 1000. Là, ça va. Mais chacun devrait être capable de trouver sa façon d'évaluer les compagnies. Mmh. Puis
puis de voir les résultats Mmh. en appliquant cette petite formule-là qui est très, OK. très simple. Avec cet indice-là, ça vient un petit peu comme, rendre notre jugement un peu plus rationnel, Absolument, par rapport à l'évaluation qu'on fait soit de la campagne ou d'un projet, absolument. en mettant, justement les variables qu'il faut Oui, pour pouvoir sortir des ratios qui pourront nous ouais, aider c'est à l'améliorer. ton algorithme Ouais, ici, là, l'algorithme que tu as en tête, là, avec toutes tes données, fait ouais, que tu résumes sur un petit tableau. ouais, et ça, Sur un petit tableau. c'est disponible dans le livre, vous allez voir, il a vraiment bien expliqué ça dans le livre, avec, des exemples aussi de comment ça s'applique, et je vous invite à aller voir ça dans le livre, et monsieur Bono, on arrive, à presque Parfait. à on va dire à la fin de cet épisode-là. Ouais, Heu, Avant de terminer, moi, j'aimerais ça un peu que vous vous adressiez, aux plus jeunes. Aujourd'hui, on voit l'industrie est quand même en pleine mutation. On voit un peu, il y a beaucoup d'outils qui viennent sur le marché. On parle maintenant d'intelligence artificielle. ouais. Heu, le monde a changé là par rapport à qu'est-ce que vous avez vu. Maintenant, basé sur votre historique et la vision que vous avez de l'industrie aujourd'hui, si vous devrez vous adresser à ceux qui nous regardent, aux plus jeunes, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Qu'il faut nécessairement qu'ils comprennent en étant dans cette industrie? Ah, ben, pour moi, c'est en général, c'est de faire qu'est-ce qu'on aime. C'est, tu te rends pas service si tu fais pas quelque chose que tu aimes. Donc, essayez de trouver quelque chose que vous aimez si vous le faites pas déjà, mais c'est extrêmement important. C'est quand on aime quelque chose, on est prêt à travailler les soirs, on est prêt à travailler les fins de semaine, on est prêt à faire les efforts nécessaires pour faire avancer, nos projets, et cetera. Fait que ça, c'est de trouver, le deuxième amour de sa vie, là, c'est OK. plus ou moins. Heu, L'autre, c'est de faire bien attention aux gens que vous fréquentez, pour en faire des amis, sans créer des grandes amitiés, mais au moins d'avoir des contacts que dans votre, expérience, minière ou autre en général, c'est d'avoir accès à ces gens-là, puis d'être généreux, de recevoir leurs conseils, mais de leur donner des conseils aussi. Mmh. Puis souvent on dit souvent que les réseaux, les gens, ça provient de personnes des fois que tu t'attends pas. Fait qu'il y a tout le temps des gens, moi j'ai rencontré au cégep, heu, mon meilleur chum au cégep, ça fait longtemps, Ah oui. mais il est devenu, je vous donne un exemple, il est devenu, un doctorat en génie chimique OK, et lui, a travaillé pour l'Alcan toute sa vie. OK. Il était chef, chercheur de l'Alcan. Il y avait 150 personnes qui travaillaient pour lui et on a tout le temps maintenu un petit contact. Heu, est arrivé il y a plusieurs années un projet en Gaspésie, une compagnie qui s'appelait Orbit. Eux voulaient faire de l'alumine. D'accord. On sait que l'Alcan achète de l'alumine qui Oui. vient de différents pays, c'est de la Ah ouais. bauxite Ah ouais. qu'on transforme en alumine. Ah ouais. Puis on en fait ici au Lac-Saint-Jean, mais on en fait ailleurs sur la planète. Fait que mais l'idée d'Orbite, c'était très intéressant. C'était prendre, je me souviens plus là, du type de roche, mais un type de roche qu'ils ont en Gaspésie Mmh. pour en faire de l'alumine. D'accord. Puis, là, un alumine là, vraiment qui aurait fourni, l'Alcan et cetera. Et là, je me suis rappelé mon ami qui avait travaillé là. Je l'ai appelé et après quelques conversations, j'ai compris que ça pou c'était impossible. C'était impossible probablement de penser de faire économiquement Mmh. de l'alumine en utilisant, des argiles, en fait, c'était des D'accord. argiles. OK. C'était impossible à faire, que ça allait coûter une fortune. Fait que, regarde, Ouais, j'ai la pas décision a pas été assez simple, là. la décision a été assez simple et là, Orbit aussi, après ça, a changé parce que là, ils ont parlé d'alumine de très, très grande pureté. Donc, on Mmh. parlait plus de faire des millions de tonnes, on parlait de faire des quelques kilos d'alumine avec ça, mais finalement, la compagnie a viré faillite. Oh, OK. Fait que, mais c'est juste un exemple que souvent, Les contacts. les contacts, c'est extrême. Je pense que c'est les deux principaux, c'est d'aimer qu'est-ce qu'on fait puis d'avoir,
Ouais, Très apprécié ton temps. c'est très précieux comme, élément ou comme, conseil que vous donnez vraiment à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. C'est un peu le mot de la fin, de monsieur Bono et j'espère que vous avez bien aimé cette émission et que, en tout cas, tout ce qui est contenu dedans va vous être très utile. Je rappelle que le livre, il est là, ça s'appelle, «L'art d'investir dans les juniors minières». Et je vous invite à aller le chercher sur internet. Là, c'est facile à retrouver. Commandez sur Amazon. Moi, je l'ai pris sur Amazon. Rapidement, c'est venu en 2 ou 3 jours et puis, j'ai adoré le lire. C'est destiné à tout le monde, pas seulement aux professionnels de l'industrie, même à ceux qui ont juste envie de savoir un peu comment ça marche l'industrie. Et puis ça peut aider aussi, même si on ne vise pas nécessairement à investir, il y a des outils aussi d'amélioration professionnelle dedans Ouais. et n'hésitez pas à aller le chercher. Merci beaucoup pour avoir été avec nous pour, monsieur Bono. Nous sommes vraiment, très ravis, pour ces premiers épisodes-là, que ça soit vous et nous espérons que, on aura d'autres opportunités pour venir parler de d'autres sujets. Évidemment, cela conclut notre émission Mining Leaders. C'est avec moi, Youssouf Amadou, animateur de l'émission. Et puis, eh bien, l'aventure, ça continue. Des épisodes prochains vont nous aussi donner des idées sur les coulisses de l'industrie. Je vous invite surtout à partager, à aimer. Donc, vous allez voir apparaître les liens. On est disponible sur toutes les plateformes, YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, partout vous allez nous retrouver pour l'émission Mining Leaders. C'est toujours un plaisir de venir avec des invités de haut niveau comme Monsieur Bono pour partager leur expérience. Merci et à la prochaine.